Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Investigation. L'élection présidentielle en France, nous sommes aujourd'hui entre les deux tours de ce scrutin capital pour l'avenir du pays. Nous avons donc décidé d'y consacrer entièrement ce numéro. Les Français se sont en effet rendus aux urnes dimanche dernier, le 23 avril. Ils sont attendus le 6 mai prochain pour choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Comme toute campagne présidentielle, celle que la France a connue ces dernières semaines a été un moment essentiel du débat politique, mais elle a parfois mis en avant des thématiques qui ont créé la polémique et dont l'intérêt a parfois échappé aux Français. Après la problématique sécuritaire, il y a 5 ans cette année, c'est l'identité nationale qui s'est insidieusement invitée au cœur de la campagne. L'affaire Mohamed Merah a remis la question du terrorisme, de l'islamisme, mais aussi de l'immigration au centre de l'actualité. C'est dans ce contexte que nous sommes allés à la rencontre de ces Français qui ont en commun d'être d'origine maghrébine. Ils sont hommes ou femmes politiques, simples militants, acteurs associatifs, dirigeants d'entreprises, étudiants, personnalités de la communauté musulmane ou encore artistes. Ils nous ont parlé de leur vision de la France et des enjeux pour eux de cette élection présidentielle. Regardez. Argenteuil, banlieue parisienne. Cette ville, la plus peuplée du Val d'Oise, fut l'un des foyers des émeutes urbaines en 2005. Tarek Mouadane avait 25 ans à l'époque, mais il se souvient comme si c'était hier de ce soir d'octobre où il a fait la rencontre de ce ministre de l'Intérieur devenu président. C'était ici même, derrière le commissariat. Au 25 octobre 2005, en fait, Nicolas Sarkozy était venu sur la dalle d'Argenteuil pour voir l'effectif de police en place. Ce jour-là, une mini-émeute a éclaté, donc les jeunes m'ont demandé de prendre la parole pour eux. Donc j'ai abordé avec le ministre de l'Intérieur de l'époque les problèmes d'éducation, d'emploi, de formation, de logement dans ces quartiers populaires. Et puis le lendemain, j'ai été contacté par le ministre de l'Intérieur. Donc c'est le fameux soir où le mot racaille a été employé. Moi, ça ne m'a pas du tout atteint, dans le sens où c'était pour moi l'occasion de montrer qu'autre chose existe dans ces quartiers. Il n'y a pas que de la racaille, il y a des gens qui prennent le pari de la République et qui essaient de s'en sortir et qui ont encore des barrages à franchir. Donc je disais que le lendemain de ce rendez-vous, j'ai été contacté par le ministère de l'Intérieur pour mettre en place une stratégie pour essayer d'aider les quartiers populaires sur ces questions-là. Donc on a monté un petit collectif qui s'est finalement transformé en association. Bleu, blanc, rouge, un collectif au nom qui sonne comme un pied de nez au Front National. Bonsoir, le grand journal. Ce jour-là, dans le grand journal de Canal+, les membres de l'association sont invités par Nicolas Sarkozy, rédacteur en chef d'un jour de l'émission. Le ministre de l'Intérieur en profite pour préciser le contexte du soir où il a prononcé le mot racaille. Des projectiles aussi. Et ça a été assez chaud. C'était quoi, des œufs? Bien dire. Oh non, des bouteilles, d'autres choses. Et donc ça a déclenché une grande bagarre. Je n'ai pas voulu partir, j'ai voulu rester. Ça nous a amenés vers minuit et demi. Et puis je suis ressorti une fois le calme revenu. Il y avait toutes les fenêtres étaient allumées. Des habitants des appartements m'ont interpellé. C'est d'ailleurs là qu'une dame m'a dit, de sa fenêtre, une dame visiblement d'origine maghrébine, m'a dit: Monsieur Sarkozy, il faut nous débarrasser de cette racaille. Et c'est là où, reprenant le mot, je lui dis: mais je suis là pour ça. Et puis j'ai continué. La place était déserte, cette nuit. Il devait bien être 1h moins de quart ou 1h du matin à ce moment-là. Et j'ai entendu une voix tout au fond: on veut parler. Et cette voix, c'était Tarek. On a parlé de déminer le terrain, mais le mot veut tout dire. Déminer le terrain, c'est un terrain qui a été miné pendant de nombreuses journées, de nombreuses soirées, par des opposants politiques qui sont venus pour monter ces jeunes carrément contre Nicolas Sarkozy, leur dire qu'ils les avaient insultés alors qu'ils sont minimes à s'être sentis insultés. Et à chaque fois qu'il y a une caméra, c'est ces jeunes qu'on montre. On ne montre pas les autres. Des caméras et des médias qui ont quasiment fait du mot banlieue un euphémisme pour désigner les jeunes d'origine maghrébine.
Depuis 2005, Tarek s'emploie donc à gommer cette image qui colle à la peau des habitants des quartiers populaires. Pour celui qui se dit de droite, mais refuse d'intégrer un parti, l'enjeu majeur en France, c'est avant tout de se sentir français. Je disais, ça passe pas par un président de la République, se sentir français. C'est pas le fait de chanter la Marseillaise qui nous fera sentir français. C'est face aux institutions françaises qu'on se sent français lorsqu'on est. Ça passe par tout le monde. Ça passe par la boulangère qui vous donne la baguette de la même manière à vous que la personne qui est devant vous, derrière vous. Ça passe par le responsable de recrutement qui vous recrute de la même manière que vous soyez issu d'Argenteuil ou d'ailleurs, ou que vous soyez typé ou non. Ça passe par le directeur du logement également, qui vous trouve un logement de manière aussi objective que si c'était Pierre, Paul ou Jacques. Donc ça passe par tout le monde en fait. Donc, et ça passe aussi par nous. C'est-à-dire qu'il faut se sentir français, et, parce que nous le sommes. Vous verrez tous les jeunes, lorsqu'ils partent en vacances, ils sont pressés de rentrer et ils ont qu'une seule envie, c'est de retrouver leur quartier, et de retrouver leur boulot, leur métro, leur quotidien en France. Donc ils sont français, moi je leur dis tout haut, car certains ont honte de dire qu'ils sont français, se revendiquent toujours algériens, marocains ou tunisiens, mais les deux ne sont pas incompatibles, on ne choisit pas entre son père et sa mère. L'enjeu en fait, c'est de changer les mentalités tout simplement, aussi bien de certains jeunes qui sont encore bloqués face à la France, et de changer aussi la vision de la France, de sa jeunesse, car aujourd'hui les jeunes sont français, et à ces politiques-là de nous donner envie de l'être encore plus. La France qui regarde vers l'avenir, la France qui choisit... L'identité nationale, les débats sur l'islam, l'immigration. Cette France, c'est votre France. Si ces thématiques ont animé le mandat de Nicolas Sarkozy, on a aussi bien compris à l'UMP l'importance de mettre en valeur ces jeunes issus de la diversité, que ce soit par bienveillance ou par opportunisme. Nous avons les savants, nous avons les entrepreneurs pour inventer ce nouveau modèle de croissance, ce nouveau modèle français du XXIe siècle. 15 avril, meeting de la Concorde à Paris. On retrouve Tarek en compagnie de Kamel El Ouari, encarté, lui, à l'UMP. Moi j'étais pas là, mais je me souviens de siège. L'homme s'était lui aussi adressé directement à Nicolas Sarkozy il y a plusieurs années. Il avait alors été intégré à son équipe de campagne en 2007. Une opportunité exceptionnelle pour Kamel, qui n'a pas fait d'études. Et si aujourd'hui l'UMP ne l'a pas rappelé pour cette nouvelle campagne, il continue de militer et de refuser l'étiquette de l'arabe de service. Franchement, quand on dit origine maghrébine, moi je me vois pas d'origine maghrébine. Je vois pas. C'est pas un truc qu'il faut dire. On est français ou par exemple moi j'ai de la chance d'être de double nationalité, franco-marocaine. Ma fille elle a quatre nationalités. Elle est chinoise, cambodgienne, marocaine, française. Donc on va pas à chaque fois lui dire chaque pays va venir, va la filmer, va lui dire est-ce que vous pensez que non, on est français et on est né en France. On est peut-être français de sol, mais on se sent français. Donc voilà, je pense qu'il y a pas d'enjeu. Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis. C'est d'ici qu'étaient parties les émeutes de 2005. Les vrais problèmes de cette banlieue, comme de toutes les autres, n'ont pas franchement été au cœur de cette campagne présidentielle. Alors la société civile s'est organisée comme elle peut. Nous voici au ministère de la crise des banlieues, un cabinet ironiquement nommé mais sérieusement créé par le collectif Assez le Feu. Objectif : consigner et relayer par leurs propres moyens les doléances de ces banlieues, mais aussi sensibiliser ses habitants à la citoyenneté et faire naître l'engagement. Parce qu'il y a des acteurs extérieurs aussi. L'engagement, le président du collectif, Mohamed Meshmash, c'est ce que c'est. Militant de la première heure, il a été de la Marche des Beurs. C'était en 1983, les prémices de sa vocation associative. Aujourd'hui, 30 ans après, elle n'a pas baissé d'intensité, et pour cause. À l'époque de la marche pour l'égalité, ceux qui avaient fait cette marche étaient en train de revendiquer ni plus ni moins les mêmes droits communs que n'importe qui demandait que le racisme cesse et qu'il puisse effectivement être reconnu en tant que Français à part entière. 83, 2012, le fossé n'a fait que se creuser. Jamais eu autant de racisme, jamais eu autant de discrimination
et jamais autant de dégradation dans ces quartiers. Donc, et pourtant, on en a vu passer des ministres à la politique de la ville, des gens qui sont au gouvernement, qui sont venus promettre mille et choses et qui n'ont jamais respecté leurs promesses. Donc, encore une fois, ces hommes et ces femmes politiques qui sont censés régler, en sortant des plus grandes écoles, qui sont les élites, de prendre en considération ces problèmes et vraiment mettre la main à la pâte et d'avoir une vraie volonté politique de régler ces problèmes-là. Parce que sinon, on n'est pas à l'abri. Je veux dire que les choses finissent par déraper. Non pas qu'on est en train d'appeler à la haine ou à la violence, parce que jusqu'à présent, toutes nos actions ont été pacifiques, au contraire, réveil de conscience citoyenne. C'est juste qu'il y a un facteur qui vient de se rajouter en plus, c'est la crise. À Clichy-sous-Bois n'est que l'arbre qui cache la forêt. Quand vous allez au petit bar, qui est un quartier, franchement, je veux dire, personne ne voudrait aller vivre là. On prend pareil le quartier de l'Ariane à Nice, comme d'autres, un peu partout en France. Je trouve que les vrais enjeux, le vrai combat et le vrai combat politique serait là plutôt, de régler ces problèmes-là, de ne pas les laisser comme ils sont. Parce que ces problèmes-là, finalement, quand on finit par pas s'en occuper, ils finissent par se délocaliser. Et quand je dis délocaliser, c'est qu'aujourd'hui, on a le même combat que dans les quartiers ruraux, qui aujourd'hui sont en train de dénoncer les mêmes problématiques qu'on connaît dans les quartiers populaires. À Clichy, ils sont même allés plus loin en créant leur propre force de proposition et en investissant le conseil municipal. Mehdi Bigaderne est l'un des initiateurs du groupe Affirmation. Cet enfant d'une cité de Clichy est aujourd'hui maire adjoint, délégué à la vie associative et aux centres sociaux de quartier. Ils sont désormais une quinzaine, issus de la diversité, à faire le lien entre le maire et les habitants. Un travail essentiel, un sacerdoce pour Mehdi. Les enjeux, je pense qu'ils sont quotidiens et que c'est pas uniquement sur ce rendez-vous-là. Et ça relève vraiment c'est pas uniquement sur le rendez-vous des présidentielles. C'est vraiment quelque chose qui joue au jour le jour et chacun peut trouver sa place dans ces enjeux-là. Après, c'est sûr que chacun ira avec sa propre conscience aux urnes pour essayer de faire passer le message qu'il souhaite. Mais je crois que c'est important en tout cas qu'on puisse répondre à ce rendez-vous, parce qu'on n'y allant pas, c'est aussi de dire c'est une espèce de fatalité et puis après on peut pas s'exprimer quoi. PMI, c'est une école d'ingénieur. Moi, j'ai pas trouvé de stage. Aujourd'hui à la mairie, Mehdi reçoit justement de jeunes Clichois. Ils sont venus présenter leur projet, créer un réseau pour permettre une meilleure orientation des étudiants issus des quartiers populaires de la ville. Une idée que Mehdi va ensuite soutenir auprès du maire, faire ce relais, favoriser l'implication de tous dans la vie de la cité, une priorité pour le jeune élu. Toutes ces voies, moi il y a plein d'amis à moi, à Chêne-Pointu et tout ça, ils sont en BTS, DUT, ils ne connaissaient pas la prépa. Et je leur dis à chaque fois, il y a cette prépa-là, il y a ce concours-là. En fait, c'est pas réservé à une certaine population ou uniquement à ce qu'on peut appeler les Français de souche, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, c'est ce qu'on a peut-être pu nous faire croire, que c'était pas pour nous forcément, que pour être à ces postes-là, il fallait sortir de l'ENA ou des grandes écoles, HEC ou Saint-Cyr ou donc voilà, et que c'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment aussi, ça relève aussi de notre responsabilité parce qu'on ne peut pas rester uniquement subir une politique et puis la critiquer sans rien faire en croisant les bras, mais aussi c'est de dire comment moi aussi je participe à la construction de ce pays et quel rôle je peux jouer là-dedans pour la construction de mon avenir et essayer de faire changer les choses pour les générations à venir aussi. Je crois que c'est important que justement les citoyens en général se mobilisent le plus possible parce qu'aujourd'hui on est plus malheureusement dans une société qui commence à être divisée. Chaque représentant politique joue sur cette division-là et ça je crois que c'est ce qui m'anime en tout cas justement, c'est que ce contexte de division, je veux pas le laisser comme ça et je veux plutôt participer à fédérer le maximum de personnes et de faire comprendre qu'effectivement on a tous un rôle à jouer et qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Halal, prière de rue, burqa, les problématiques liées à l'islam ont agité l'actualité ces derniers mois et ont été remises au cœur des débats pendant la campagne. Nous sommes à la mosquée d'Evry, un vendredi, jour de prière. Ici, ce que l'on déplore, ce sont les confusions entre religion et origine, notamment. Mais
ces deux aspects-là dans le même panier, et donc voilà, ça crée forcément, ça crée des frustrations, ça crée de la souffrance dans la communauté, et ça c'est pas normal. Voilà, une communauté musulmane qui en France est assez importante, et elle doit respecter la France et ses valeurs. Mais le problème, c'est que on n'est pas aussi représenté. On a des institutions aujourd'hui en France qu'a créé notamment Nicolas Sarkozy, mais voilà, pour ma part, et je parle au nom de beaucoup de personnes, on n'est pas représenté par ce conseil représentatif des musulmans de France. Voilà. Ce conseil, le CFCM, n'hésite pourtant pas à s'indigner des dérives de certains débats. Mohamed Moussaoui en est le président. Créé en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, l'instance destinée à faire le lien entre le pouvoir et la communauté musulmane a aujourd'hui pris ses distances. Lorsque la campagne électorale avait débuté, il y avait un certain nombre de polémiques qui ont été déclenchées autour du halal et du sujet concernant l'islam et qui n'intéressent pas forcément les citoyens français, ont pris de la place médiatiquement. Et aussi, il y a eu bien sûr les événements bouleversants de Toulouse et Montauban qui ont rajouté à la complexité de la situation une autre complexité, une autre douleur, une autre tragédie qui a mis de nouveau les musulmans et l'islam devant la scène, devant le projecteur. Effectivement, les musulmans de France vivent difficilement cette campagne électorale et espèrent, en tout cas avec les appels des hommes politiques et des femmes politiques sensés, à la prudence, à des mises en garde contre tout amalgame entre les musulmans de France et l'islam et le terrorisme, l'extrémisme. J'espère que ces appels apportent leurs fruits et que finalement les hommes politiques s'orientent vers les sujets qui concernent l'ensemble des citoyens français. Un matin du mois de mars, la France se réveille en découvrant le visage presque enfantin d'un jeune fanatique. Mohamed Merah a tué 7 personnes, dont 3 enfants, à Toulouse et Montauban. Les thèmes du terrorisme, de l'islamisme et de l'immigration s'invitent alors dans la campagne, les amalgames aussi. Quelques jours plus tard, le rendez-vous annuel de l'Union des organisations islamiques de France est perturbé. Les autorités viennent d'interdire l'entrée sur le territoire de 4 prédicateurs soupçonnés d'avoir appelé à la haine et à la violence. À l'ouverture de la grande réunion islamique, on dénonce l'islamophobie ambiante et l'instrumentalisation de l'islam. L'islamophobie, de rejet, de suspicion, et même des groupes ont tenté, ont cherché, ont souhaité à ce que cette rencontre ne se tienne pas. La réponse à tout cela, c'est vous, vous êtes là. Donc soyez les bienvenus. L'utilisation, l'instrumentalisation de la question de la communauté musulmane de l'islam, c'est une réalité aujourd'hui dans notre campagne, chose que nous regrettons beaucoup parce que aujourd'hui les Français attendent autre chose de leurs candidats, attendent plutôt des solutions proposées dans le domaine économique, dans le domaine social, de l'emploi, et nous regrettons que la question de l'islam se trouve aujourd'hui dans la campagne et espérons aujourd'hui qu'on va dépasser justement cette polémique. Aucun autre enjeu pour les musulmans que celui de faire entendre leur voix, comme n'importe quel citoyen. Musulmans et fiers, c'est le slogan de ce stand installé dans les travées du congrès de l'UOIF. L'objectif est clair, attirer la jeunesse et lui faire prendre conscience qu'un bulletin de vote, c'est une chance d'être un jour mieux représenté. Aujourd'hui, face à la difficulté croissante de notre communauté en France, face à la difficulté économique que rencontre notre pays, nous pensons qu'il vaut mieux s'unir que se diviser. Donc on a décidé pour une première de s'unir. Le but, c'est de faire bouger
la communauté sur des thématiques diverses, pas uniquement spirituelles. Donc c'est des thématiques sur l'éducation, l'islamophobie, l'insertion professionnelle, le social, le logement. On a décidé de lancer cet appel courant février et pendant 2 mois, on va de convention en convention pour essayer de rassembler les doléances de tous les musulmans de France. L'objectif étant de présenter un cahier blanc au président, au candidat à cette élection présidentielle, de telle manière à ce qu'il se positionne et afin d'avoir un vote très clair et transparent vis-à-vis de la communauté musulmane. Malheureusement, on a une communauté, en tout cas maghrébine et non maghrébine, qui est très abstentionniste. Donc il s'agit vraiment déjà de faire comprendre que cet acte on va dire, de déposer un bulletin dans une urne est vraiment fondamental pour construire notre avenir. Donc on ne peut être qu'optimiste parce qu'on démarre vraiment de bas aujourd'hui. Appelé à aller voter en cette période où les partis politiques, de gauche comme de droite, peinent à rassembler, à représenter ou tout simplement à intéresser les Français à la chose politique. Ce jour-là, Freeman, le chanteur du célèbre groupe de rap IAM, participe à l'enregistrement d'un clip diffusé en ce moment sur Internet et les réseaux sociaux. Plus qu'une somme d'individus. Une addition de communautés. Musulmans, juifs, chrétiens, pas de villes contre des campagnes. Pas les villes contre les campagnes, pas le béton contre les collines, pas les murs qui nous divisent. Nous ne sommes pas la haine, nous sommes l'amour. Nous ne sommes pas la diversité, nous sommes l'unité. Nous ne sommes pas nos paroles, nous sommes nos actes. Nous sommes le peuple. Nous sommes la fraternité. L'engagement de Freeman, c'est sa musique. Créé il y a 24 ans, IAM est l'un des pionniers du hip-hop engagé. C'est aussi l'un des groupes les plus fédérateurs en France. Un groupe écouté et suivi par toutes les générations, mais surtout toutes les classes sociales. Aujourd'hui, à 40 ans, Malek Brahimi s'indigne. C'est quoi au juste être français en France? Aujourd'hui, on est des Français à part entière, qu'ils le veuillent ou pas. Jamel l'a répété plein de fois, Jams l'a répété plein de fois, nous, IAM, NTM, etc. On l'a répété plein de fois, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas comprendre. On essaye de nous mettre de côté et après ils disent, ah ben voilà, regardez, ils s'énervent parce qu'on dit qu'être français c'est ça. Ben oui, parce que nous aussi on est français. Et pourquoi vous ne voulez pas que nous on soit français? Si nous on est différents, donc vous aussi vous l'êtes. Pourquoi ce serait que dans un sens? La France, ça pourrait très bien être la France d'aujourd'hui. Ben voilà, celle qu'on voit dans la rue, tous les visages. C'est ça la vraie France aujourd'hui. Et on essaie de nous imposer des espèces de visions et de mentalités qui ne vont pas avec ce qu'on est. Donc pour moi, c'est logique ce qui se passe aujourd'hui. Le fait de vouloir s'affirmer et de dire, ben oui, ça énerve justement le Front National quand ils disent dans les stades, il y a les drapeaux de l'Algérie, du Maroc, il y a les drapeaux de la Pologne, il y a les drapeaux d'Israël même, il y a des drapeaux... Ben oui, mais c'est ça la France. Vous voulez quoi? C'est la France, il faut l'accepter telle qu'elle est, c'est tout. Enfin, les mômes, ils ont tout aujourd'hui, ils appuient sur un clic, ils ont... Stevie Gustave est candidat aux législatives dans la 3e circonscription de l'Essonne. Ce jour-là, avec son ami Freeman, ils évoquent leur passé et les faux problèmes que, selon eux, la France s'est créée. Maintenant, avant, ça n'existait pas. Tu allais bouffer un couscous chez Tata Aïcha, tu vois, tu t'en foutais de savoir, tu n'avais pas à lui demander, tu es sûr qu'elle est le truc, elle venait chez toi, ton pote il mangeait pas de porc, tu vois, tu lui faisais pas bouffer du porc, c'est tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est tout, ça s'arrêtait là. Tout le monde vivait, tout le monde a bouffé du couscous, tout le monde a bouffé du mafé, tout le monde a bouffé des raquettes, enfin tu vois, nous c'est notre génération. Après c'est tout, qu'est-ce qu'on en a à foutre, c'est un faux problème. C'est juste comme il a dit, pour diviser. Voilà. C'est des acteurs, et des mecs qui mettre les jouent. problèmes là où il n'y en a pas. Alors que les vrais problèmes, on ne se concentre pas dessus. Donne-moi de la viande, donne-moi de la nourriture,
Et après, une fois que j'aurai bien rempli mon ventre, je pourrais faire le maniaque ou dire en disant oh, j'ai bien mangé, mais est-ce qu'elle était halal? Ouais, d'accord, mais avant, donne-moi de la bouffe. Tu vois, les gens, ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin d'avoir des boulots, ils ont besoin d'avoir des boulots stables. C'est tout. Le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on disait là-bas? Voilà. Les vrais problèmes des Français, c'est exactement ce que je dis. On met des problèmes là où il n'y en a pas, alors que les vrais problèmes, c'est quand même les gens qui continuent à crever de froid en France, alors que c'est inadmissible. Les gens qui travaillent, les pauvres, et qui ne peuvent même pas avoir d'appartement, qui vivent dans leur voiture, avec des enfants. Enfin, voilà, ça c'est des vrais problèmes. Parle-moi de boulot, parle-moi de logement, tu vois, ça c'est des vrais problèmes. Après le reste c'est du blabla. C'est du blabla de politiciens en période électorale où les mecs ils vont faire de la surenchère, ils vont jouer au plus raciste parce que ça fait vendre. Omar Sarri est politologue. En cause, selon lui, la droite traditionnelle qui opère un glissement. En fait, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, peut-être la plus éloignée, mais on commence par là, c'est que la droite française est en train de changer. Elle a commencé à changer dès le début des années 2000. Elle est en train de perdre un côté élitiste qu'elle a gardé, enfin qu'elle avait depuis déjà puis peut-être toujours, et elle est en train d'accentuer son aspect populiste. Un aspect populiste qui est assez paradoxal puisqu'elle met en avant à la fois des thématiques très républicaines, d'égalité, d'appel au peuple, assez plébiscitaires, donc un certain nombre de choses qu'on avait toujours de toute manière dans la droite française, et par ailleurs une mobilisation de thèmes qui sont plus des thèmes d'extrême droite ou du Front populaire, des thèmes qui ne sont pas très républicains comme l'identité nationale, comme le fait d'associer la vie démocratique, l'état de droit avec des problématiques concernant l'histoire française, l'identité française, les frontières culturelles, les frontières démographiques, les frontières sociales de la société. Et là, on est vraiment dans des thématiques qui sont plutôt... C'est un mélange qui est plutôt récent, qui s'est renforcé beaucoup avec Sarkozy. Et tôt ou tard, il était fatal que l'islam intervienne comme essentiel, une fois le décor placé. Une fois qu'on estime que l'identité nationale est un thème politique, une fois qu'on politise et qu'on demande au peuple, aux électeurs, puis ensuite aux parlementaires et ensuite au gouvernement de décider sur des questions concernant l'histoire de France, concernant l'identité française, concernant la culture française, il est inévitable que les thèmes migratoires puis l'islam se posent. Y a-t-il eu de la surenchère sur ces sujets? Dans cette campagne, la nation et l'identité se sont invités à la table des débats, le Front National aussi. Nous allons bouleverser leur conformisme et leur plan de carrière. À Montpellier, Yamine Avion est une militante du Front National, d'origine algérienne, mais française avant tout. Le patriotisme, c'est ce qui l'a séduit dans le discours de Marine Le Pen. C'est un parti qui a toujours porté des idées nationales, des idées patriotiques, des idées justes et qui ne s'en est jamais détourné. C'est un parti qui n'a jamais cherché à faire du clientélisme politique. C'est un parti qui veut avant tout le bonheur de la France et des Français. Et c'est en cela que je me reconnais dans ce parti. Autre enjeu majeur de cette élection, l'éducation. C'est le thème de cette réunion organisée à Nanterre, en banlieue parisienne. Pour l'occasion, l'un des membres du Parti socialiste, le député Arnaud Montebourg, a fait le déplacement. Objectif, présenter les propositions du PS, mais aussi recueillir les interrogations et parfois même les coups de gueule des habitants des quartiers populaires. Vous parlez de la façon dont nous voyons notre politique éducative dans ces quartiers populaires qui ont été abandonnés. Quand on sait qu'en France, malheureusement, la réussite sociale, elle passe forcément par la réussite scolaire, et bien, dans nos quartiers, et nous actuellement, ce qui est le plus en difficulté, c'est la personne neutre. Et moi, j'invite tout le monde ici à voter aux prochaines élections, pas forcément le Parti socialiste, hein, parce que moi, moi je l'ai fait, hein, je l'ai déjà fait. Mais maintenant, non, notre vote ne vous est pas acquis. À l'école, avec l'affaire Mohamed Merah, on a demandé aux enseignants de faire 1 minute de silence par rapport à ce qui s'est passé et de discuter avec les élèves. Mais aujourd'hui, dans la République, autour de cette affaire, de quoi on discute dans l'école de la République? De quelle culture on parle? C'est-à-dire qu'un enfant à 16 ans
qui doit sortir, qui peut aller jusqu'à 16 ans à l'école, quelle culture commune pour vivre ensemble on lui a inculqué? Et c'est ça que la République doit se poser comme question. Habiba Bigdad est une militante du Parti socialiste, élue municipale à Nanterre. Elle s'interroge elle aussi sur ce que l'école doit apporter aux enfants. Elles servent à faire le tri. L'objectif pour les enfants aussi, c'est d'avoir une culture commune, de pouvoir apprendre l'histoire de la France. D'autant plus pour les enfants issus de l'immigration qui n'ont pas dans leur foyer cet apport culturel, on va dire, normal, basique, qui peut être apporté par les parents. Donc l'école, c'est aussi le moyen de pouvoir leur apporter l'histoire, une culture générale de la France, de là où ils vivent. Et d'autant plus, c'est à double tranchant, c'est que pour ces enfants-là, de par le niveau de leurs parents, ne peuvent pas d'avoir aussi la culture d'origine. Donc du coup, non, ni une culture forte d'origine qui leur permet de pouvoir se situer, se positionner par rapport à la culture dans le pays, dans leur pays où ils vivent. Volontaire ou imposée, la diversité confère en tout cas des modèles en politique. Nous sommes de retour à Clichy-sous-Bois. Ce soir-là, Rachida Dati est attendue pour un meeting de soutien à la candidature de Nicolas Sarkozy. Quand j'ai été nommée garde des Sceaux, vous imaginez ce que ça a pu provoquer pour moi, mais aussi pour tant d'autres. Pour tant de Français qui travaillent tous les jours, qui voient leurs enfants travailler, certains qui financent leurs études, parfois qui échouent, qui recommencent, et qui ne désespèrent pas de l'avenir, et qui ne désespèrent pas un jour d'accéder aux plus hautes responsabilités sur leur seul travail et sur la reconnaissance de leur travail et de leur mérite. Donc grâce à vous, c'est vrai que je vous le dois et je voulais vous remercier individuellement et collectivement. Grâce à vous, j'ai pu devenir garde des Sceaux de mon pays. Donc vraiment merci. Dans la salle, de nombreux Français d'origine maghrébine, pas forcément de droite, mais venus pour voir l'ancienne garde des Sceaux, dont le parcours est devenu un symbole. Là, j'attends qu'elle descende. Elle va descendre. Je sais pas si... Elle travaille beaucoup. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes de Clichy-sous-Bois qui ne sont pas du droite, mais qui viennent la soutenir parce qu'elle les a beaucoup aidés. Elle en a parlé tout à l'heure. Consciente de ce qu'elle représente, Rachida Dati refuse pourtant d'être le porte-drapeau d'une seule catégorie de la population. Moi, je considère que, justement, on ne fait pas l'erreur de la gauche de considérer les Français par catégorie. Ou on est français ou on n'est pas français. Mais si on est français, tous les Français souhaitent être traités de la même manière. Et je pense que les Français, puisque vous indiquez pour les Français d'origine maghrébine, ils souhaitent être traités comme tous les autres Français. Et justement, que pour eux, il n'y ait pas un traitement différent et qu'ils ne soient pas considérés comme des citoyens de deuxième zone ou qu'on les renvoie systématiquement à leurs origines. Donc nous, on a une politique qui soit la plus équitable et la plus égalitaire qui soit. Plus discriminées à l'embauche, les femmes d'origine maghrébine sont mises sur le devant de la scène en politique. Les postes à responsabilité dans les partis, au gouvernement, mais aussi au Sénat, ce sont elles qui les détiennent. Un constat dressé par Mohamed Ranem. Ce cardiologue, chevalier de la Légion d'honneur, est un fervent promoteur de la coopération médicale entre la France et les pays du Maghreb. Il tente de trouver des réponses à cette faible proportion d'hommes d'origine maghrébine en politique. Pourquoi les politiques, quand ils choisissent un représentant de la communauté au sein de la classe politique, c'est toujours une femme, jamais un homme? Je ne vais pas les citer, je les aime bien toutes parce que je les connais très bien, elles sont compétentes. Là n'est pas le problème. Mais je pense que quand on parle diversité, il faut un peu diversifier et mettre des hommes et des femmes. D'autant plus que dans l'imaginaire collectif européen, l'image de la femme maghrébine n'est pas mauvaise. C'est les hommes qui, entre guillemets, posent problème. Et le fait de mettre des hommes compétents, et ça existe, au sein de la classe politique, pourrait changer cette idée ou cette image qu'on a de l'homme maghrébin ou entre guillemets du garçon de la cité ou de l'adolescent de la cité, etc. Je pense que, et ça c'est une question que je pose à nos politiques et c'est ce que
je pose comme question à notre prochain président. On va bien voir si il va prendre à côté des femmes ou il va un peu diversifier le choix. Sofiane, son fils, est étudiant en droit. Lui déplore pour sa part cette absence de modèle en politique, quelle que soit son origine ou sa couleur de peau. Première ronde. C'est des individus, quand on les voyait, on avait envie de leur ressembler parce qu'ils incarnaient quelque chose. Et aujourd'hui, par exemple, typiquement en politique, quand j'écoute n'importe qui à la télé, j'ai pas envie de lui ressembler, quoi. J'ai pas envie de lui ressembler, alors que là, c'était des gens qui te faisaient rêver, quoi. Et moi, j'y crois au fait qu'on puisse encore rêver en écoutant des hommes politiques. J'y crois, il y en a eu dans le passé. Pourquoi il y en aurait pas aujourd'hui, quoi. C'est dommage, il y a une uniformisation, personne se démarque, comme je disais tout à l'heure, et c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, s'il y a une chose que je regrette aujourd'hui dans les élections, c'est ça, quoi. On a plus d'idole. Il y a aucun homme politique qui peut nous déclencher une passion ou quelque chose comme ça, et je trouve ça dommage. Aujourd'hui, il faut naître avec une passion, il faut entretenir cette passion, parce que sinon t'as aucune motivation, quoi. T'as aucune motivation. Et voilà. Une jeunesse en manque de passion, en manque d'idole, mais aussi en manque de perspective. Sofiane, issu d'un milieu favorisé, est lui aussi confronté à cette problématique de la discrimination. Bien sûr, j'ai une petite anecdote. Je connaissais une personne qui était directrice des ressources humaines et je postulais l'été pour un job étudiant, pour me faire un peu d'argent, et je ne trouvais pas. Donc cette personne, directrice des ressources humaines d'une bonne boîte que je ne citerai pas, m'a proposé de rédiger mon CV avec elle, avec son aide. Donc elle m'a donné des très bons conseils concernant la présentation et tout, mais elle m'a dit, je pense que toi, Sofiane, aujourd'hui, ce serait bien que tu mettes que tu es de nationalité française. À la limite, pourquoi pas, mais en plus tu rajoutes que ton père est cardiologue sur ton CV. Donc sur tes expériences professionnelles, tu rajoutes ça. Alors cette personne n'était pas du tout xénophobe, loin de là, mais c'est juste elle m'a fait part ce jour-là d'une réalité qui est celle de l'embauche, et clairement, je pense. Moi, je suis issu d'un milieu super favorisé, donc j'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai que la discrimination à l'embauche, aujourd'hui, quand elle existe, j'en suis convaincu. J'en suis, mais alors vraiment convaincu. La lutte contre les discriminations, c'est le cheval de bataille d'Abdel Aïssou, directeur général de Randstad, une agence de travail temporaire. Pour cet énarque, premier sous-préfet issu de l'immigration, les barrières à l'embauche existent, et elles sont nombreuses. La discrimination existe, c'est une réalité. La France n'est pas un pays raciste, mais est un pays qui est confronté au racisme. Et la nuance est importante. Les Français, on n'est pas entouré d'affreux racistes qui supportent pas, pardon de l'expression, les Noirs, les Arabes, les Juifs, les homosexuels. Non, il y a une société complexe, mais dans laquelle le racisme est présent. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas l'essentiel du problème. Il existe, et il y a des barrières à l'embauche, par exemple, concernant les femmes. Donc ces barrières à l'embauche, elles peuvent exister, mais concernant toutes les femmes, pas uniquement celles issues de l'immigration, même si les jeunes femmes issues de l'immigration ont un double problème. Parce que souvent on parle des problèmes des jeunes garçons qui existent, mais les jeunes femmes issues de l'immigration, elles ont des difficultés à raison de leur genre, femmes, à raison de leur origine. De ce point de vue-là, oui, il y a un vrai problème, mais de manière générale, le marché de l'emploi français est un marché très très compliqué, dans lequel les temps d'insertion vers l'emploi sont assez longs, de l'ordre de 1, 2 ou 3 ans. Ils sont un peu plus courts quand vous êtes diplômé. Et les jeunes vivant dans les quartiers sociaux, les zones urbaines sensibles, il y en a 751 en France, et il y a un peu moins de 5 millions d'habitants qui y vivent. Les caractéristiques de ces quartiers, c'est qu'il y a des niveaux de formation insuffisants. Donc à partir de là, ça devient compliqué dans la mesure où le besoin des entreprises maintenant, il est à Bac+2, Bac+3. Ça peut paraître énorme, mais c'est la réalité. Et donc si ces jeunes sont insuffisamment formés ou n'ont pas les diplômes correspondant aux besoins des entreprises, ce qui est malheureusement trop souvent le cas dans ces secteurs,
on a un surcroît de problèmes. Et donc là-dessus, la question des discriminations rend encore plus insupportable un problème de désajustement général des compétences attendues par le monde de l'entreprise. Retour à Montpellier, à 600 km au sud de Paris. Ici, vivent près d'1 demi-million d'habitants. Salim Jawari a 28 ans. Il travaille dans un cabinet d'experts comptables. Il est aussi très engagé sur le terrain associatif. Pendant la campagne, Salim a été sollicité à plusieurs reprises par les médias. Il a notamment fait partie du panel de Français dans l'émission Parole de candidat sur TF1. Selon lui, il faut d'abord s'attaquer à la forme avant de penser au fond. Les médias et les candidats peinent encore à se positionner clairement quant aux Maghrébins de France. Alors les médias ou les politiques ont une gêne à nous décrire. Alors est-ce que c'est les gens d'origine maghrébine? Est-ce que c'est les Arabes? Est-ce que c'est les musulmans ou d'apparence musulmane, comme disait un candidat à la présidentielle? On parle encore de la forme, ce n'est pas le fond. Ça ne me gêne aucunement, je suis arabe, maghrébin, français, musulman, voilà, tout ça, ça reste personnel, on n'est que dans le faciès. Et ce n'est pas ça qu'intéresse les gens, c'est le fond. On reste que dans la forme, ça ne me gêne pas qu'on m'appelle ou qu'on me pointe du doigt par telle ou telle dénomination. L'essentiel, c'est de pouvoir véhiculer mes idées et d'exister autre que par mes origines. Son patron n'est autre que Mahfoud Ben Ali, conseiller régional PS du Languedoc-Roussillon. Ce Marocain, qui a pris la nationalité française après y avoir fait ses études, s'est engagé très tôt en politique dans l'Hexagone. Lui qui a grandi au Maroc voit dans la diversité des enjeux bien plus globaux, la coopération par exemple. C'est plus intéressant. Voilà. En 2010, avec le défunt Georges Frêche, qui était vraiment un vrai visionnaire, qui a fait beaucoup pour Montpellier et qui a compris qu'avec le Maroc, il faut faire ce qu'on appelle du co-développement. Et nous avons commencé, c'était marqué dans le programme, de la création des lignes aériennes avec Montpellier, Air Arabia, que je remercie d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs lignes à Montpellier avec Casa, Tanger, Fès, Nador et Oujda. Et c'était effectivement, c'est une compagnie qui a été subventionnée par la région Languedoc-Roussillon. Premièrement. Deuxièmement, on va inaugurer très bientôt, je vous inviterai d'ailleurs, au mois de juin, à Casablanca, où la région a créé la maison Languedoc-Roussillon. C'est une forme d'ambassade de la région Languedoc-Roussillon. Nous avons des maisons à Shanghai, nous avons des maisons aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, etc. Et la maison Languedoc-Roussillon de Casablanca va servir pour le développement économique. On sait très bien que le Maroc est un pays en croissance. Nous avons 5-6% de croissance. Nous sommes en crise actuellement à Montpellier, en France. Et cette maison Languedoc-Roussillon aura pour rôle le développement des affaires, permettre à des chefs d'entreprise, des très petites entreprises locales de 20, 30, 40 salariés d'aller chercher des marchés au Maroc. Et ça, c'est du donnant-donnant. En ouvrant des succursales au Maroc, des unités de fabrication au Maroc, ça va créer des emplois marocains. J'oublie pas d'où je viens, je suis aussi marocain. Et ça va aussi stabiliser les entreprises ici. Il y a des statistiques qui disent que lorsqu'on délocalise, lorsqu'on crée une entreprise à l'étranger, on crée 4 emplois. Par exemple au Maroc, ça crée un emploi ici. C'est déjà pas mal. C'est du donnant-donnant. C'est permettre à tous les chefs d'entreprise gratuitement. La maison Languedoc-Roussillon, c'est vraiment gratuitement aux chefs d'entreprise de Languedoc-Roussillon permettre d'investir au Maroc. C'est ça le rôle. Créer cet échange économique avec ces deux pays. Nous avons l'aérien, nous avons le port de Sète aussi. Ça, c'était dans le programme. La région Languedoc-Roussillon
investit actuellement 270 millions d'euros, 270 millions d'euros dans l'agrandissement du port de Sète, qui servira pour le port de Tanger et pour l'échange économique avec le Maroc. Ce co-développement a toujours été soutenu par le Parti socialiste. Mahfoud Ben Ali appuie activement le candidat François Hollande. François Hollande, pour moi, c'est le meilleur candidat pour défendre les quartiers. On va dire d'une manière générale les quartiers ou les Français d'origine maghrébine. Pourquoi? Parce que François Hollande ne fait pas de différence. Coopération, co-développement, au sud comme au nord, on attend en tout cas avec intérêt le choix des Français. En Europe et ailleurs, on attend le vote de la France. On espère le changement. Chacun sait que si je suis demain le président de la République, il y aura une renégociation du traité, que l'austérité ne sera pas la seule norme, la seule règle, que la croissance sera portée. Ne plus avoir à évoquer ses origines, ils s'accordent tous à le dire, ce serait ça, le véritable enjeu en France. Nawal chante en arabe, en français et en anglais. Ni française, ni tunisienne, ni franco-tunisienne, elle revendique ce mélange qui fait d'elle Nawal Ben Krayem, tout simplement. Oui, ça me choque, ça me révolte. Après, j'essaie de faire attention de ne pas tomber dans ce truc-là, parce qu'après, on n'est que des révoltés qui ont besoin du coup de revendiquer leur arabité. Et ça, c'est dommage, mais c'est vrai qu'ils poussent un peu à ça, parce qu'il y a une telle stigmatisation que moi, par exemple, voilà, je m'appelle Nawal Ben Krayem, j'ai grandi en Tunisie, mes deux mères françaises, j'ai les deux nationalités, je vote en France. A priori, je ne devrais pas avoir besoin de dire « je vote en France et j'ai la double nationalité et je suis française ». Mais j'ai besoin de le dire parce qu'en effet, on rappelle qu'on est français, mais avec une arabité quelque part, et que ça, c'est... Donc oui, il y a une stigmatisation. On fait exister cette partie de nous, alors que cette partie de nous, c'est pas plus que la partie auvergnate de tel autre français. Et ça crée forcément une irritation, des réactions, mais j'essaye de pas trop rentrer là-dedans, quoi. J'aimerais bien être de ceux qui arrivent à nuancer tout le temps, à prendre du recul, mais c'est pas évident. Ne pas avoir à revendiquer ses origines, ne pas avoir à les dissimuler non plus, mélanger sans broyer ses identités particulières. Dans la manière dont la France et l'État français conçoit son histoire depuis 2 siècles, les identités particulières finissent par s'agglomérer à une identité globale puis par disparaître. Aussi bien les identités particulières internes aux frontières françaises, que ce soit bretonne ou corse ou auvergnate, finissent par disparaître, en tout cas sur la scène publique. Il n'y a pas de parti breton ou de parti auvergnat. Et de même, on a appris à partir de la fin du 19e siècle à en terminer avec les identités des populations issues de la migration. Il n'y a pas d'Italiens de 2e génération, ou d'Espagnols de 2e génération. Et là, on a l'impression que depuis les années 70, ça bloque au niveau de la dernière vague migratoire en date, qui est la vague maghrébine. Et maintenant, on le voit de plus en plus aussi avec des vagues migratoires subsahariennes. Et on a l'impression que c'est associé à l'islam. On peut trouver d'autres associations, que c'est associé aussi à la colonisation. Et je crois que les difficultés de désignation viennent de là. C'est qu'on n'arrive pas à repérer le problème ou le nœud
à partir duquel donc ce lissage de ces identités particulières ne se passe pas. On ne comprend pas pourquoi il y a toujours une identité maghrébine quelque part qui ressort. Ou bien au niveau des partis de droite qui stigmatisent, ou bien au niveau d'un certain nombre d'entrepreneurs communautaires qui en appellent à des identités particulières. Quel est ce nœud? Pourquoi la question de l'identité est-elle si présente? A-t-on activé volontairement les leviers de l'incompréhension? La réponse est peut-être à aller chercher dans notre passé commun. On reste très lié à un passé, je dirais, où évidemment un pays comme la France a été un pays qui a colonisé des pays musulmans, et ça ne peut pas s'oublier comme ça. Que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie ou les pays d'Afrique, la France était présente pendant des décennies, parfois plus d'un siècle, comme un pays comme l'Algérie ou le Maroc, et même la Tunisie, la France, ou a dirigé directement la vie des musulmans comme en Algérie,
monde, il passe par la confiance. Donc voilà, ce serait de remettre de l'humain un petit peu dans la politique et puis dans tout le rouage économique, social de la France. Donc voilà, si je peux mettre un peu plus d'humain un peu plus d'huile dans cette machine pour que ça aille un peu plus vite pour certaines personnes, ce serait bien. Donc non, je suis utopiste et non, je le vois bien l'avenir. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles enquêtes. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.